Aujourd'hui, c'est le théâtre Girasol qu'accueille le JT du Off. Son directeur artistique, Fida Mohisen, lance l'échange avec ses artistes à partir des idées fortes qui ont provoqué sa programmation. Je présentais de manière tout à fait simple Francine Berger, Jérémy Lelouette et Valérie Bouchot, tous trois comédiens, entre autres, chez nous dans notre programmation. Et donc, je fais le choix de la facilité, donc de vous donner la parole. Et honneur aux femmes. Francine. Bon, tu veux que je dise des choses sur ce que tu as écrit? Pas forcément, attention, c'est à partir, c'est une réflexion à partir de, voilà. Alors, ce qui est très difficile, c'est que beaucoup de gens qui parlent très bien, qui écrivent très bien, ont écrit sur l'art et sur la culture. Alors, je voudrais dire 2-3 bricoles comme ça qui m'ont frappé. Donc un texte de Victor Hugo qui circule beaucoup et qui a beaucoup de rapport avec ce qui se passe en ce moment au Festival d'Avignon, c'est l'histoire de ce retraité qui a 500 francs de retraite, de pension de retraite. Il consacre 5 francs à la culture et on lui demande de faire des économies sur les 5 francs qu'il consacre à la culture. Voilà, je n'ai pas besoin d'explication, là c'est évident. Et puis je pense toujours aussi à ces gens qui répétaient des spectacles, des pièces dans les caves de Sarajevo pendant le siège. Bon, ça aussi pour moi ça dit tout, ça dit un peu ce que tu dis du désespoir. Ils ne pouvaient pas être désespérés, mais il y avait suffisamment d'espoir pour dire on fait quand même du théâtre. Donc je crois que ça va ensemble, le désespoir et l'espoir. Et si eux étaient capables de faire ça dans ces conditions-là, nous aussi, simplement quand nous on le fait maintenant, on se dit bon bah ils peuvent se débrouiller dans n'importe quelle condition. Donc pourquoi les aider, pourquoi donner des subventions, pourquoi les assédier, ça, puisque de toute façon ils se débrouillent. Voilà. Donc c'est aussi dangereux. Moi je me souviens d'un ministre, il y a longtemps, il s'appelait Edmond Michelet, je crois. Et il disait un truc du genre, les artistes ils peuvent bien aller dans la rue et tendre la sébille. C'est pas exactement ça, mais c'est un peu ça aussi. Et quand je vois quelques affiches où il n'y a pas les noms d'acteurs, puisque je suis actrice et qu'on est acteur, je me dis que on est dans une position qui pourrait nous désespérer, mais rien ne peut nous écraser. Et c'est avec ça que les pouvoirs publics jouent. Bon, voilà. Pour commencer. Rien ne peut nous écraser. Je trouve ça très important. Ouais, c'est vrai, je trouve. La culture. Oui, mais en même temps, c'est le danger. Oui. Parce qu'on est prêt à ne pas être écrasé dans n'importe quelle condition pour survivre. Donc c'est délicat. Oui, ça nous ramène au sens de la culture qui nous permet de sortir des cases. Et en ça, on n'est pas écrasé par une éducation, par un milieu social. La culture nous permet de sortir de notre case, d'aller vers ailleurs. Et en ça, je trouve que je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas encore plus universelle et d'autant plus soutenue, parce que c'est notre langage commun. On est ici autour d'une seule chose, c'est ça. On n'aurait pu jamais se rencontrer et on se retrouve autour de cette chose-là. Moi je trouve ça, en réalité, je me demande si c'est notre rôle finalement de défendre la culture par un autre biais qu'en faisant de l'art. Et on est meilleur, je crois, quand on porte nos convictions sur le plateau. Et parfois, j'ai l'impression que c'est comme si on était piégé quand on se laisse embarquer à essayer de rentrer sur un autre champ que le champ artistique, où finalement on nous amène à essayer de nous conformer à d'autres corporations et à défendre ce qui, de mon point de vue, nous ne sommes pas une corporation. Et ce qui fait notre richesse, c'est notre diversité, notre variété, nos individualités,
nos différences. C'est ce qui fait notre richesse, et bizarrement, parfois, effectivement, lorsque l'on attaque de front comme ça la culture, de manière brutale, c'est comme si c'était un piège qu'on nous tendait. On nous dit, venez sur le champ comme ça, venez en fait, voilà, venez montrer que vous êtes exactement comme les autres, et que finalement, vous êtes devenus des citoyens comme les autres, et que de ce fait, si vous devenez des citoyens comme les autres, bon bah alors à ce moment-là, bah, il n'y a aucune raison de faire de la culture une chose à part. Et ça, c'est le problème. C'est marrant, moi. Comme quoi, il y a quelque chose qui existe fortement, comme une énergie qui est là, qui peut que nous emmener à parler de ça. Mais en fait, au début, je savais qu'on allait venir à ça, qu'on allait venir à l'actualité de notre métier, et puis pas que, parce que quelque part, ce qui se passe, par exemple l'accord de 22 mars, ne concerne pas que les intermittents et tous les précaires. Mais on peut continuer à en parler ou y revenir, mais réellement, quand moi je pensais quelque part à une réalité, une actualité qui normalement est faite pour désespérer tout humain. Quelque part, je cite un exemple, il y a Christelle Derré qui fait une performance chez nous le 21. Elle a capté la parole d'une femme de 86 ans, Gisèle. Et en fait, c'était une commande donc pour une petite performance. Et il s'avère que c'est une femme incroyable. Et voilà, elle parle, disons, voilà, elle parle de tout. Elle avait un point de vue comme ça qui est très très singulier. Et dans une discussion, Christelle lui dit, est-ce que vous avez la foi, est-ce que vous croyez toujours dans l'humain? Elle lui a dit, écoutez, j'ai connu la Deuxième Guerre mondiale et j'avais encore foi en l'homme. Mais depuis 2 ans, j'ai complètement perdu la foi en l'homme. Elle dit, c'est quoi? Elle dit, quand j'ai vu ce qui se passe en Syrie, parce que moi, après la Deuxième Guerre mondiale, je pensais que c'est plus jamais ça. Donc quelque part, c'est pas pour parler, et il n'est pas question de parler de ça. Mais je veux dire, au jour d'aujourd'hui, comment la confusion totale dans laquelle nous baignons, et quelque part, on peut nommer la chose, c'est-à-dire ce triomphe du capital, ce triomphe quand même, parce que tout à l'heure, tu dis, c'est étrange quand même, pourquoi on ne donne pas un peu plus d'argent, on aurait pu partager des choses. Fallait-il que ce soit l'intention justement du monde, de dire, est-ce que le but c'est justement que les gens puissent mieux vivre ensemble, être ensemble, ou est-ce que tout est fait pour justement nous diviser, nous cloisonner, nous écraser, et puis donc... Nous abrutir. Nous abrutir, justement. Oui. C'est bon. Donc quelque part, mon intention, ce qui est écrit au début, c'était justement de dire, quelque part, pourquoi on fait ce métier, et puis ou même parler globalement du rôle de la culture, ou bien sûr, on peut revenir à ça, où chacun de nous, forcément, il peut, je pense, il a un avis sur ce qui se passe là, mais c'est beaucoup plus global. Et là, je rejoins vite fait Jérémy pour dire, j'ai l'impression que les artistes, ils ont cette différence que, oui, c'est difficile de dire pas comme tout le monde, mais quelque part, c'est des gens qui sont capables de vision, d'anticipation, d'invention. Ils ont de compassion aussi. De compassion, et puis aussi, quand je dis, il y a un mot que j'arrive pas à trouver, c'est pas le contrepoids. Si on dit contrepoids, contrepoids. Ils sont capables à tout moment de mettre ce petit grain de sable dans cette roue. C'est là peut-être, comme le sujet il peut être un peu plus élargi que la question qui est là. Moi, c'était mon intention au début. Après, voilà. Mais alors c'est pour dire qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, il y a un truc qui vient de se passer là, moi, qui me trouble, et j'ai envie de vous poser la question. Bon, la pièce que je joue, c'est une pièce qui est assez iconoclaste sur la religion catholique. Bon. Du coup, il y a des villes qui se retirent. Alors, je vais autant dire le nom. On devait jouer à Aulnay-sous-Bois. Et à Aulnay-sous-Bois, ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas de la pièce. Or, je viens d'entendre à la radio qu'une mosquée a été... Enfin,
j'ai pas entendu exactement, mais genre il y a eu une profanation de mosquée à Aulnay-sous-Bois. Alors, personnellement, ce que je pense, c'est que nous, notre devoir, directeur de théâtre, auteur, metteur en scène, acteur, c'est de jouer des choses comme ça qui peuvent secouer, qui peuvent amener à se poser des questions. Mais le rôle des maires, est-ce que c'est pas de l'interdire pour pas qu'il y ait des problèmes dans la ville? Moi, il me semble que c'est prendre un risque énorme quand on est maire d'une ville où il peut se passer des choses comme là, une profanation de mosquée. Mais c'est un truc dont parce que là, c'est une histoire de transmission, de culture, à travers le théâtre, de faire poser des questions. Mais si on est interdit, on ne peut pas le faire. Et en même temps, est-ce que par les temps qui courent, il n'est pas nettement plus sage de l'interdire? Moi, j'ai envie de vous poser la question. C'est arriver à le convaincre de le faire quand même. Bon, en tout cas, à mon avis, ça rejoint un petit peu la suite, c'est-à-dire à partir du moment où on est considéré comme un corps de métier comme un autre, c'est un peu la même chose que s'il y a un produit qui est défectueux ou dangereux, on le retire. Voilà. Et à mon avis, au départ, comment dire, l'œuvre d'art ou la manifestation artistique ne devrait pas être considérée comme simplement un produit ou un format qui doit être structuré, encadré. Il devrait échapper d'une certaine manière à une forme de je sais pas comment. Échapper aux critères, quoi. Oui, Standardisation. Alors après, avant il y avait la censure qui existait, et c'était clair. Pareil. C'était clair. La règle, c'était il faut aller aussi loin que possible en échappant à la censure. Donc on ne peut pas dire que les artistes ont toujours fait sans censure, c'est pas vrai. Il y a toujours eu de la censure, et Victor Hugo ça l'est toujours, censuré, bien sûr. Ouais. Subvention, tout ça, c'est... Bon, alors Mais on avait un peu échappé, et on y revient. Là. Oui. C'est ça qui est embêtant. C'était aux artistes de s'auto-censurer et de savoir jusqu'à quand la ligne était dépassée, jusqu'à quand on était dans le domaine du raisonnable, ou alors à quel moment en tout cas on était susceptible de créer quelque chose qui serait contre-productif, c'est-à-dire plutôt que d'essayer d'être dans une célébration de la communion, voilà, et tout d'un coup quelque chose qui va peut-être stigmatiser les différences. Ça après, moi là pour le coup j'ai pas lu la pièce et j'ai pas encore vu le spectacle, donc je sais pas. Non mais dans l'absolu. Vous qui jouez la pièce, peut-être vous avez mieux conscience que moi de la charge subversive ou non. J'imagine, puisque sinon il y a trois villes déjà qui se sont retirées. Bien sûr, mais est-ce qu'elles ont vu le spectacle? Elles ont lu la pièce. Elles ont lu la pièce, parce qu'elles ont lu la pièce. Et est-ce qu'elles ont su lire la pièce? Ça aussi, moi ça c'est délicat. Je sais pas. C'est pour ça que je parlais du À spectacle. quel endroit la pièce pourrait être si révolutionnaire qu'on ne pourrait pas l'entendre? Déjà, alors, je peux citer Versailles, Saint-Cyr-l'École et Aulnay-sous-Bois. Bon, Versailles et Saint-Cyr-l'École, je ne sais pas s'ils peuvent accepter que Dieu soit joué par une femme, déjà. Rien que ça. Et puis tout est à on dit, tout suit à partir de là. La liberté est totale. Donc, mais c'est peut-être suffisant. Hein. J'ai l'impression alors qu'il y aurait tellement de choses qu'on ne pourrait pas jouer. L'important c'est de le faire venir peut-être dans un encadrement. La religieuse maintenant c'est interdit dans quelques endroits. C'est hallucinant, mais c'est hallucinant. Ouais. On est reparti en arrière. Oui, alors comment transmettre quand il y a de la censure et des interdictions? Comment faire partager? C'est très compliqué. Oui, mais c'est... Je l'ai déjà dit, mais donc je le répète, mais parce que ce que vous dites confirme, enfin, accentue ma déception et ma tristesse. Parce que et ton désespoir? Mon désespoir, oui. Parce que je suis quand même... J'ai quitté quand même la Syrie à 17 ans en venant en Occident, en France. Et j'ai toujours dit, il y a deux valeurs qui pour moi, c'est les deux valeurs phares, disons, qu'on ne trouve pas partout ailleurs. Or, on peut trouver plein d'autres valeurs partagées même dans des sociétés, toutes sortes de sociétés. C'est la démocratie et la laïcité.
bien sûr, qui dit démocratie, ça suppose la liberté. Et quelque part, la laïcité, oui, je le redis, ça commence à être grignoté de deux côtés, donc par l'ultra de la laïcité et les ultra anti-laïcité. Et là, tout porte à croire on s'achemine, mais très très doucement et de manière imperceptible vers une dérive autoritaire qui ferait que peut-être dans quelques années, si un est perdu comme ça de la liberté et de la démocratie, je dois quand même revoyager, repartir ailleurs. Ce serait triste quand même, l'Europe, l'Occident, quoi. Et la démocratie, tout fait croire que à partir du moment où il faut user de moyens violents, donc le dialogue n'existe plus, et quelque part, c'est le rapport de force de celui qui détient le pouvoir, et comme l'argent aujourd'hui c'est un des pouvoirs et les médias, donc quelque part, je ne sais pas, on est peut-être en train de dresser un état de lieu très, très sombre. Je ne sais pas si c'est vraiment... Oui, mais en même temps, il y a 1500 spectacles à Avignon. Oui, mais je ne sais pas si c'est vraiment l'état de lieu réel. Je pense qu'on peut... Ouais. J'ai l'impression qu'il s'agit en général plutôt de posture d'indignation que d'indignation réelle. Et c'est plutôt ça, moi, qui me dérange. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui les gens soient choqués de quoi que ce soit. On est abreuvé de violence et de manifestations transgressives en permanence. Et finalement, par instant, et sans trop qu'on comprenne pourquoi, il y a des postures d'indignation qui servent un petit peu à être ce que les hommes politiques appellent des garde-fous, voilà, mais qui, je pense, pour la plupart des citoyens, apparaissent franchement ridicules. Mais qu'est-ce que vous appelez des postures d'indignation concrètement? Moi, je prends l'exemple de caricatures sur la religion qui ont pu faire l'objet de polémiques incroyables en dehors de France, et en France ça faisait une polémique terrible. En fait, personne n'était indigné de quoi que ce soit en France. Simplement on constatait que visiblement il y avait un écho retentissant qui, à mon avis, était complètement instrumentalisé. Oui. Et je crois que c'est faux de dire que les peuples eux-mêmes ont été heurtés. Ils ont été, à mon avis, plutôt manipulés. On a créé de toutes pièces un scandale, parce qu'aujourd'hui le scandale, ça me paraît quand même abreuve les peuples. Oui, et ça me paraît aujourd'hui quand même compliqué de dire qu'on peut faire un scandale avec la religion catholique et chrétienne qui a été, pour le coup, caricaturée à longueur de temps pendant le XXe siècle. Oui. Ça me semble aujourd'hui complètement, si vous voulez, oui, mais alors pourquoi ça arrive anachronique. Dans certains endroits? C'est anachronique. Bah oui, mais ça arrive quand même. Ah oui, je vois. C'est pour moi, à mon avis, une posture d'indignation, un signal qu'on envoie à son électorat. Ce sont des questions davantage politiques. Je pense. Ah oui, ça, d'accord. Je ne crois pas que les gens... Les gens eux-mêmes, je crois, sont pas... Et pour garder le calme. Oui. Parce que quand il y a une profanation dans un lieu de culte, qui soit musulman, catholique, juif, c'est quand même très grave. Oui, on n'est pas dans le champ artistique du tout. C'est-à-dire que pour moi, ça n'a rien à voir. Oui. C'est cette confusion. Bah oui, mais ça déborde et ça rejaillit sur autre chose. Quelques siècles de civilisation, normalement, devraient aboutir. Enfin, mais en fait, vraiment, j'hallucine. Enfin, personnellement, j'ai l'impression qu'on est, enfin, en tout cas, on a une vision de l'extérieur, même si ça fait quand même beaucoup d'années que je suis là, que là, on est à la pointe quand même de la civilisation. C'est-à-dire quelque part, ne serait-ce si, voilà, à partir de la Renaissance et jusqu'à aujourd'hui, si tout le travail qui a été fait, travail artistique, avec là pour le coup, art et culture, plus pensée, philosophie, qui ont débouché aussi à certaines, certaines valeurs qui font loi, comme laïcité, démocratie, tout ça. Au jour d'aujourd'hui, c'est quand même, j'ai l'impression que, c'est quoi, c'est cyclique donc on arrive au bout de tout ça, et puis on va retomber dans, sans exagérer, dire ténèbres, et ça repartira ailleurs, on repartira à nouveau. Mais enfin, tout ça pour dire que, à la base, il y a peut-être un problème, c'est-à-dire que est-ce que nous avons mal éduqué et je parle éduquer vraiment, même éducation artistique et culturelle, nos enfants, enfin ils ont éduqué nos enfants, donc c'est nous les enfants aujourd'hui qui sont mal éduqués et qu'on remet à allumer le feu à droite, à gauche, à
à ne pas pouvoir vivre ensemble, à regarder l'autre comme différent, à vouloir... ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un échec. C'est marrant que ce matin, il y a cette conférence sur l'Occident, avec Régis Debray et tout ça, où il y a des gens qui parlent... Enfin, mais c'est peut-être pas notre... Enfin, c'est une discussion tout à fait amicale, mais je veux dire, c'est peut-être pas notre rôle de parler... je sais pas, philosophie, tout ça. Mais quelque part, il y en a un qui parle déjà, qui prêche la fin de l'Occident. Mais donc, est-ce que si on arrête et on dit, oh les gars, attention, il se passe quelque chose, on peut être capable, est-ce qu'on est capable d'une réponse, d'une solution, d'une réponse, ou l'art, les artistes, la culture, ou ben, on laisse ce torrent nous emporte et on dit, bah après nous, il viendra, je sais pas, une autre vague qui... Moi, j'ai l'impression que ce qui nous crée des problèmes pour être audible, c'est que le monde entier s'est perdu dans une représentation. C'est-à-dire que c'est image contre image, posture contre posture, et finalement, on est dans un jeu où l'authenticité n'est plus vraiment le centre de la question. C'est une guerre de communication, une guerre d'image, et les artistes là-dedans sont complètement pris là-dedans. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, dont le métier est l'image, dont le métier est la représentation, dont le métier est aussi le paraître, parfois on est un petit peu mélangé et on a l'impression finalement de reproduire une forme de langage qui est aujourd'hui le langage universel de tout le monde, qui est le langage des images, et on a parfois l'impression que pour s'exprimer, il ne reste plus que des amas, des lambeaux de clichés, de stéréotypes qui sont complètement stériles et qu'on vient en plus aujourd'hui consommer, comme si finalement on créait des produits culturels. Alors là, c'est pas un produit alimentaire, c'est un produit culturel, mais nos moyens aujourd'hui, enfin en tout cas j'ai l'impression, si on est à bout de souffle, c'est parce que nos moyens ressemblent trop aux moyens de l'information, ressemblent trop aux moyens de désinformation. Finalement, par instant, il y a les outils de la propagande, les outils de la désinformation, les outils de, comment dire, de la publicité, et puis finalement, bah, nous les artistes, on a parfois l'impression qu'on a les mêmes armes, on a les mêmes armes, entre guillemets, nous avons les mêmes matériaux d'expression. Et finalement, quand tout d'un coup on se met à ressembler à la publicité, à ressembler aux faux documentaires et à ressembler comment dire, à la fiction complètement stéréotypée, c'est là notre plus grand danger. C'est la peur d'être confondu avec le reste et finalement de partir avec comment dire, oui, d'être complètement confondu, d'être devenu inaudible. L'impression finalement que les artistes eux-mêmes se conforment à un mode d'expression qui va croissant et voilà, est complètement dominant aujourd'hui. En fait, comment aujourd'hui exister ou comment être reconnu comme absolument authentique alors qu'on est dans un monde de représentation et que malheureusement le monde qui nous entoure ressemble de plus en plus à une fiction. On pourrait se poser, mais je ne veux pas être très maladroit, on pourrait se poser la question, alors c'est quoi la spécificité, la singularité, ou qu'est-ce qu'on a perdu et qu'est-ce que les artistes d'aujourd'hui ont perdu par rapport aux artistes d'antan? Moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre du sacré, mais je ne parle pas de religion, c'est quelque chose de l'ordre du mystique, c'est quelque chose de l'ordre, certaines valeurs qui mettent le sens au cœur de cette démarche, et qui, effectivement, à partir du moment où on part de ça, c'est quelque part aussi, je ne sais pas, c'est quelque chose qui illumine notre être et qui fait qu'on... Enfin, donc si je suis une ampoule rouge, bah, tu mets cette lumière, je deviens rouge, et si je suis bleu, tu mets cette lumière, je deviens bleu, et c'est mon originalité, et je crois que... Enfin, moi je sens personnellement qu'il y a un manque... oui, je crois qu'on a jeté... Mais pareil, parce que j'ai pas envie de porter beaucoup de jugement, et surtout sur un siècle ou sur une contrée, enfin sur l'Europe. Mais je crois qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Quelque part, on a voulu se débarrasser. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, c'est presque honteux de parler de valeurs transcendantes, presque de tenir une parole plus ou moins, enfin, comment dire, parler du tragique, d'une gravité, d'un invisible, d'un transcendant, tout ça.
Et c'est dans ce sens où je te rejoins, où quelque part on est cloné, c'est-à-dire quelque part tout se ressemble et on est, comment dire, on n'est pas identifié, on s'identifie aux produits du capital, donc tout ce que tu viens de citer. Et l'économie du spectacle. L'économie de tout ça. Et comment dire, l'esthétique même des spectacles. Oui, exactement. Le format du spectacle qui doit rentrer dans quelle case, programmation, dans tel réseau, pour tel public. C'est tout à fait ça. Donc, mais est-ce qu'il y a eu un avant ça? Je pense. Je suis pas sûre, moi. Moi, Tarkovsky, Camus. Oui, mais il y a toujours des exceptions. C'était pas une je les cite. Des exceptions. Tu crois que dans les années 50 et puis au début de Villard, quand même. Oui, par exemple Villard. Oui, mais c'est une aventure. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup moins de choses. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un terreau qui était plus un terreau fertile? Il y a eu des gens. Cantor. Mais je pense qu'on peut trouver des gens aussi maintenant. Mais est-ce qu'il y a un terreau, est-ce qu'ils ont un terrain de jeu où ils peuvent s'exprimer, ces gens-là? Est-ce que le terreau est fertile pour recevoir cette parole? C'est ça, que bien sûr qu'ils existent aujourd'hui. Mais bien sûr. Ils existent, mais est-ce qu'aujourd'hui on arrive à les voir? C'est-à-dire à les voir comme on pouvait les voir avant. Est-ce qu'on leur donne les moyens de s'exprimer aussi? Quand on est le nez dedans, on ne les voit pas. Alors, c'est vrai que Villard, lui, il a vraiment inventé quelque chose de complètement nouveau, aussi bien au TNP que ici. Bon, donc là, c'était vraiment complètement différent. Bon, son histoire de faire venir les ouvriers, les usines et tout ça, bon, on sait maintenant que c'était complètement... Pour le moment, c'était quand même complètement... Mais quand on a le nez dedans, moi, je crois qu'on ne voit pas les choses. C'est quand le temps est passé... Oui. Ah bah oui. Et moi c'est là où je ne suis pas d'accord, parce que je pense que le temps a changé. Vous êtes jeune. Non, mais c'est parce que je pense que le temps a changé, et si par exemple dans les années 80, on se retournait 30 ans en arrière, on se disait que d'évolution, que de chemin accompli, et que d'évolution, de révolution entre 1950 et les années 80. Aujourd'hui, moi j'ai 36 ans, et quand je me replonge dans l'histoire et que je regarde 30 ans en arrière, je ne vois pas d'évolution. Je ne vois pas. C'est-à-dire qu'on tourne à vide depuis 30 ans. Ça ne bouge pas. Alors qu'avant, quand on se retournait 30 ans en arrière, c'était Mathusalem. Oui, mais ça a été une petite période. Parce que lorsqu'on regarde 1950, qu'on va 30 ans en arrière, c'est les années 20. Et les années 20, c'est Mathusalem par rapport aux années 50. Aujourd'hui, on est en 2014, 30 ans en arrière. C'est les années 80. Les années 80, c'est comme aujourd'hui. Et ça, c'est quand même désespérant. Pas tout à fait. Notamment pour quelqu'un comme moi, qui a 36 ans, et qui a l'impression finalement que les choses n'ont pas tant bougé que ça. On a eu les téléphones, Internet, effectivement, dans la vie, ça a énormément bougé, mais dans l'art et dans le cinéma, il y a eu très peu d'évolution. En tout cas, des évolutions... Moi, je dirais que ça s'est dégradé. Oui. Même. Ah, mais j'irai pas jusqu'à là. Mais c'était pas si bien que ça avant. Non, c'est pour ça que je dirais pas. Peut-être, là pour le coup, j'ai pas le recul nécessaire. J'ai pas le recul nécessaire pour pouvoir porter un jugement qualitatif. Il y a aujourd'hui de très bons films. Je dis juste que, en termes d'évolution et d'innovation, on est aujourd'hui sur une chose qui pour moi est pas flagrante. Je regardais hier un vidéoclip par exemple de Snoop Doggy Dogg et j'ai vu un type devant une piscine avec des nanas en string se trémousser, des Mercedes et des bagouses, et je me suis dit c'est incroyable, il y a 30 ans c'était les mêmes clips, les mêmes, la même esthétique, ça n'a pas bougé. Or, si on revient 30 ans en arrière, un type ne pouvait pas se permettre de faire 30 ans après le même clip. On aurait dit mais c'est has-been, c'est ringard, c'est pas possible. On est en quelle année? Aujourd'hui en fait les gens n'ont plus de mémoire. Donc on peut leur recaser les mêmes choses. Le système tourne à vide et aujourd'hui on n'a plus le recul. On a l'illusion du mouvement. On a l'illusion du mouvement avec une chose qui est complètement sclérosée, qui ne bouge plus, qui est complètement figée. Et moi ça m'a frappé hier en voyant ce clip là, je me suis dit, et j'ai l'impression, et peut-être quand on fait les festivals à Avignon tous les jours on peut avoir cette impression, c'est chaque année les mêmes affiches, chaque année les mêmes titres, chaque année les mêmes formats, chaque année finalement le même type de théâtre qui ne se renouvelle pas, avec un danger selon moi, c'est qu'il y a aussi beaucoup de festivaliers. Alors il y en a qui viennent évidemment pour être bousculés, pour être bougés, ça c'est l'espoir si vous voulez, l'espoir qui fait qu'on continue de venir ici, quoi. Et puis il y a aussi quand même une masse de festivaliers qui viennent
pour consommer tranquillement des choses que voilà, pour pas être dérangé dans ses habitudes. Avec aussi un certain nombre d'artistes, tu disais, est-ce qu'on sert à quelque chose? Bien sûr, on peut se demander à quoi ça sert d'aller sur scène, à quoi ça sert d'aller voir un spectacle, si finalement on n'a que l'illusion du mouvement. Non, mais ça sert à rien, de toute façon, ce qu'on fait ne sert à rien, sauf qu'il faut continuer quand même. C'est l'histoire du désespoir et de l'espoir. Il ne faut pas croire qu'on sert à quelque chose. Ah non, mais je suis C'est quand même d'une très grande prétention, mais il faut quand même continuer. Il ne s'agit pas... Sans savoir quel va être le résultat, le but ou le machin. Non mais rien ne sert à rien. Même manger du pain, ça sert à rien. Ça retarde la mort de quelques années, si vous voulez. Bah voilà. Voilà. Donc, bon, c'est du... faut vivre parce qu'on est là pour ça. C'est d'un théâtre que est sorti la libération de la Belgique. C'est d'une salle de théâtre. C'est d'une salle de théâtre qui est parti le mouvement qui a libéré la Belgique, qui a fait que oui. Et puis de toute façon, la naissance du théâtre, donc ça peut arriver. Elle est née en même temps avec la démocratie à Athènes. C'est quelque part. Non, on peut pas dire. Enfin. Je te comprends, bien sûr, il faut être très très vigilant. Si on dit on fait quelque chose pour que ça serve à quelque chose. Par rapport à... pour que ça serve, pour que ça serve à nos enfants, pour que mes filles puissent avoir accès à plus de livres et plus une esthétique justement qui lui permet d'être qui permet de la transcender. Si, je pense que quelque part, je suis vraiment d'accord avec toi, il faut être très très vigilant par rapport à cette histoire de la prétention. Mais quelque part, se retrouver pour partager un bon repas qui est au plateau, et c'est voilà quelque chose, un plat consistant, se sentir quelque part, se sentir de notre possibilité de se retrouver ensemble, c'est une force collective, c'est-à-dire on peut être un tout. Et quelque part vivre au même moment. C'est communier. Voilà, c'est ça. C'est la communion. Moi, j'ai peur des mots. J'ai pas trop prononcé les mots. Oui, le partage. Oui, mais voilà, des choses comme ça. De partage. Donc quelque part, c'est quelque chose. Oui, c'est une énergie. C'est une énergie qui peut circuler. Il n'y a pas un chef. Il n'y en a pas un qui dicte. Qui dit oui, nous, en vérité, je vous le dis. C'est pas en vérité, je vous le dis, mais quelque part, oui, je partage. Il me semble que donc je partage avec vous et toi tu prends et lui il prend le flambeau et puis on continue et ça circule et ainsi de suite. C'est clair, mais sinon vraiment. Et on ne le fait pas. Le partage peut arriver sur des choses que nous, par exemple, on pourrait juger comme ça. Mais aussi, qui sommes-nous pour juger que telle chose de consommation, disons, qui n'est pas digne de provoquer cette communion? Non, mais c'est ça, c'est que si c'est plus nous qui décidons, c'est le marché qui décide. Pas forcément. Non, je suis pas d'accord, parce que si les gens viennent que pour consommer, ils écoutent pas, ils toussent, ils se mouchent, etc. S'il y a un moment de partage, c'est une manière aussi de pas diviser les gens, ce qu'on essaye de faire tout le temps et partout. Si c'est sur des choses que nous ne jugeons pas dignes, bon, après tout, c'est jamais que notre goût. Il n'y a pas de critères. Dans ce que vous dites, c'est très juste. Il y a aussi l'appel à l'éveil, au sens critique qui est important dans la représentation. C'est-à-dire qu'il y a aussi... Mais on ne peut pas regarder et critiquer. On peut critiquer après. Mais ce n'est pas nous, Francine. Mais on ne peut pas... Dire que tout se vaut, ça veut dire tous les votes se valent. Tous les mots se valent. Non, la plaisanterie grasse, elle vaut exactement. Mais qui décide je suis désolé. Honorable, moi je suis désolé. Il y a un héritage philosophique et il y a quand même des artistes. Il y a des artistes qui sont en même temps. Oui, on peut pas. Moi je sais ce que j'aime. Moi je suis pas pour dire tout le monde. Hein. Tout le monde peut. Enfin, je veux dire, oui, c'est la subjectivité aujourd'hui fait qu'on peut faire tout et n'importe quoi et tout le monde dit oui, mais c'est subjectif, c'est son avis. Oui, bien sûr. Mais non, mais quelque part, moi, je pense qu'il y a eu des... pas des guides, les mots sont difficiles. Au jour d'aujourd'hui, les mots sont tellement chargés. Les mots sont difficiles, oui. Mais il y a des gens qui portent des flambeaux, des phares. Eh bien oui, on a cité, dans toute l'histoire, on peut toujours citer des hommes, des sages, certains les appellent prophètes, certains... Non, pardon, attention, quand je dis des hommes, attention, moi je parle toujours, c'est avec grand H. Et je déplore, je pensais à ça, je dis mais comment on va dire? Non, je parle des hommes et des femmes, on peut tout à fait, non. En France, on les a appelés des leaders d'opinion. Oui, mais ça là, c'est... Non, mais ça s'est appelé comme ça, je veux dire tardivement, c'est-à-dire que jusque dans les années 80, on parlait de leaders d'opinion. C'était une manière de dire, ce sont des voix qu'on écoute. Je crois, c'était ça. Après, aujourd'hui, ça a été plutôt... ces voix-là n'existent plus. On a dit, mais qui ils sont pas légitimes. D'ailleurs, peut-être des fois à raison. Hein. Aujourd'hui, peut-être, on considère davantage que
soit, comment dire, au marché de réguler, soit c'est à la masse de choisir. Oui, mais si on regarde ce que choisit la masse, il n'y a qu'à regarder les meilleurs audimates. Est-ce que c'est ça dont on rêve pour l'avenir? Mais oui, mais après, d'un point de vue tout à fait légitime, on peut se dire, oui, mais si la masse choisit, bah moi, j'ai rien à dire. C'est-à-dire que c'est le nombre qui décide. Et si moi, à un moment donné, je préfère manger, je sais pas moi, telle chose qui est consommée par tout le monde, bon, bah, il faut que j'arrête parce qu'il faut que je me conforme. Oui, et puis nous les gens nous disent, moi, les gens nous disent beaucoup, et j'entends que les gens aiment ça, donc quelque part il faut servir ça, et je dis mais je suis désolé, mes filles adorent McDonald's, mais c'est pas pour autant parce qu'ils adorent McDonald's que je les ramène dessus à McDo. Je peux aussi de temps en temps leur proposer. Et là, est-ce que mon jugement il est complètement arbitraire ou abruti de dire que quand même une cuisine de légumes, de viande, ça à la maison est meilleure que McDo? Ben, j'ai décidé pour mes filles. Et oui, j'ai décidé mais la pour cuisine, non, mais c'est la même chose. Quand c'est de la viande produite industriellement, c'est des choses. C'est difficile quand même, je trouve, de comparer la cuisine de McDo. Non, il y a l'acte. On peut, bien sûr. J'ai pris un acte justement de choix. J'ai choisi pour mes filles. Je me suis posé comme, disons, leader ou quelqu'un qui est supérieur en pensée à eux, et je leur dis non, je vous ramène une fois parce que ça vous fait plaisir. Enfin, je dis ça se trouve, je les ramène tous les jours. C'est un exemple. Hein. Je vous ramène une fois chez McDo et puis je cuisine pour vous 5 fois par semaine. Je ne peux pas dire, c'est pas parce qu'ils aiment steak frites que oui, bah, tous les enfants aiment steak frites. Bah, si on leur donne steak frites, je ne crois pas que c'est un acte de responsabilité. Là aussi, on a peur de ce mot, responsabilité. Et je dis, ça, c'est pas moi, je cite, je l'ai entendu quelque part, mais bon, je le reformule un peu. J'ai entendu Robert Misrahi dire une fois, grand spinoziste, spécialiste de Spinoza, il dit « Votre ami, il va mal. Vous lui donnez un joint, vous lui donnez une bouteille de whisky. Il va mieux. Oui, il va mieux sur le moment. Il est enchanté. Mais nous savons que la vie, il y a le désenchantement. Parce que la vie est là, le tragique est là. La réalité n'a pas bougé, c'est lui qui a bougé. Quelque part, il est parti dans ses paradis, mais il redescendra sur terre et tout est là. Donc quelque part, le remède, oui, des fois on est face, il y a une responsabilité. Et bah, je sais pas, d'ailleurs je sais pas qui dit, bah pour mes filles c'est bon, on comprend, je suis leur père, donc j'ai l'autorité, je suis le responsable, en tout cas jusqu'à un certain âge je suis responsable. Mais là c'est un peu plus compliqué pour dire pourquoi c'est lui qui est leader d'opinion et pas moi. Moi, j'ai envie de, voilà, moi je vais déconner à la télé et moi il y a des millions qui me suivent, lui c'est un con, pour les centaines qui viennent voir son spectacle, c'est plutôt moi. Oui, quelque part c'est vrai, on est dans des temps de confusion et c'est des temps qui sont très difficiles parce que on raille les philosophes, on raille les gens qui utilisent des mots plus ou moins. D'ailleurs, on a peur d'utiliser les mots au jour d'aujourd'hui. Et puis, donc, c'est les temps de confusion. Ce que certains, comme Onfray ou d'autres, appellent le nihilisme. Ce qui est vrai. Oui. Enfin, vrai, c'est un jugement. Et puis, dire c'est vrai, c'est un jugement. Si je puis dire, il y a toujours eu, la concurrence avec des choses, qui plaisaient aux masses. Par exemple, pourquoi on ne joue pas le lundi? Parce que le lundi, dans le théâtre, le lundi, c'était le jour où il y avait des exécutions, les gens se massaient aux exécutions. C'était un spectacle. Est-ce que c'était un spectacle qui était sain pour la masse ou est-ce que c'était un spectacle qui était malsain? Moi, je pense que c'était malsain que d'aller voir quelqu'un se faire tuer en live. Voilà. C'est de là que vient les relâches du lundi? Oui, complètement. Oui. Ah, je ne savais pas. Donc ça date de... Ouais. Pourtant, à l'époque, on ne jouait pas tous les jours. À l'époque des exécutions publiques. C'est très récent les spectacles. Non, je ne suis pas en train de dire que du temps où on a inventé les exécutions, on avait aussi inventé la relâche. Je suis en train de dire qu'à partir du moment où il y a eu l'essor des théâtres, on a fait gaffe à ne pas avoir de concurrence. Comme aujourd'hui, par exemple, quand on joue le soir de la Coupe du Monde, c'est très compliqué. Voilà. Moi, je suis un fan de foot, j'adore ça, quoi. Mais j'irai pas dire que c'est le spectacle le plus... Moi, c'est un des spectacles qui me procure le plus d'émotions. Voilà, mais après, je ne veux pas porter le jugement qualitatif, ça dépend tellement du match que finalement on peut pas savoir à l'avance. C'est aussi parce que c'est imprévu et que souvent au théâtre, tout ce qu'on voit est prévisible. C'est aux gens de théâtre d'essayer d'y remédier. Ouais. Non, mais c'est vrai que le théâtre n'a pas beaucoup évolué, contrairement à la danse. Mais c'est ce que je disais. Oui, mais c'est vrai. Depuis les années 80, à la danse. Voilà. Mais la danse a évolué. Donc à un moment, on a dit on a de la vidéo, on a la révolution. Mais c'est pas vrai, on n'a rien révolutionné. On a eu tout d'un coup un outil en plus. Oui. Mais finalement, ça n'a pas aidé. Mais la danse, c'est là aussi.
C'est de la communion Oui, aussi, tout à et la fait. danse a beaucoup évolué quand même ces dernières années. Oui, tout à fait, mais il y a une crise dans la danse aussi. Moi, quand je discute avec des chorégraphes, ils me disent attention, et c'est un endroit où il y a aussi beaucoup d'impostures, et c'est parfois très compliqué aujourd'hui, avec la non-danse, tout ça. Par moment, est-ce qu'on n'est pas arrivé comme avec Mallarmé à la page blanche, et à un moment donné, il va falloir savoir ce qu'on va à nouveau écrire sur la page, parce qu'une fois qu'on a la page blanche, c'est comme dans la peinture, voilà, il y a un moment où il faut savoir, c'est bien de savoir jusqu'où on peut aller dans la limite du rien, et puis après c'est bien de... C'est comme Scorsese, Coppola, Spielberg, ce sont des fans de la nouvelle vague. La nouvelle vague, c'est la destruction. Bon, et une fois qu'on a été sur un champ de ruines, ces réalisateurs-là ont recréé un cinéma baroque. Ils ont recréé complètement un cinéma qui était nouveau. Bon, si on reste sur des ruines, voilà, on va se moquer de nous au bout d'un moment. C'est d'ailleurs ce qui se passe. Oui, c'est déjà là. Moi j'ai envie de revenir sur ce que toi tu disais, que je trouve que ce qui est important et qu'on a perdu, c'est de continuer à lier la culture et l'éducation. Et donc la remettre constamment en question. Et pour répondre à la question de Francine, est-ce que le fait d'arrêter votre spectacle à Aulnay va empêcher qu'on aille abîmer des mosquées? Bah justement, j'en sais rien, c'est une question que je pose. Toujours remettre la culture dans un cadre avec une réflexion, des rencontres, le pourquoi, et dès l'école, quoi. Mais si le maire dit non, qu'est-ce que tu veux faire? On peut rien faire. Mais c'est là où lui ne fait absolument plus son travail. Relier les deux. Voilà. La culture devient quelque chose destiné alors à qui? S'il n'est plus relié à la société par l'éducation. Alors là, il aurait dit oui, mais il faut préparer les gens. Voilà. Ce qu'on avait fait à Verdun, quand je me souviens avec Quartet, qui avait été interdit à Verdun. Il n'y a pas si longtemps, il y a 12 ans. En fait. Oui. Et du coup, à force de dire, on va rencontrer les gens, on va expliquer, on va faire comme ça. Ouais. Voilà. Ça. Et pourtant, ça se fait beaucoup aussi. Oui, mais ça nous ramène à la question qui se pose, celle du problème d'intermittent. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il ne faut pas gagner, oui, gagner quelque part, faire grossir son camp avec les gens, ce qu'on peut appeler le peuple, les gens, donc avec l'information contre la désinformation. Allez leur parler. Allez leur parler, mais aller leur parler suppose être là sur sa tribune et ne pas abandonner sa tribune et être capable de générosité, de don, justement de parole, de dire venez à nous, on va discuter, on va voir, voilà, il y a un échange, peut-être parce que on a peur de ce qu'on ne connaît pas, et ça moi personnellement je l'ai vécu, je connais parfaitement quand on est enfermé dans un endroit et tous ceux que j'haïssais et dont j'ai eu peur et tout, et que au jour d'aujourd'hui je partage plein de choses avec. Donc quelque part je pense qu'il faudrait aussi montrer de quoi nous sommes capables de valeur, je parle, de la générosité, de l'échange, du partage, et aller parler aux gens. Parce que je suis tout à fait d'accord que les gens, c'est pas, voilà, ces interdictions, disons, tous ces affrontements, tout ça, c'est pas tout le monde, c'est pas les gens, c'est instrumentalisé. Je suis absolument convaincu. Donc quelque part, oui, il faudrait peut-être la solution, c'est aller rencontrer les gens et leur parler, leur dire. Parce que bon, moi j'ai vu le spectacle, oui, c'est une œuvre artistique qui interroge. Les artistes, ils ont cette capacité de créer cet arrêt, cette suspension, pour qu'on réfléchisse, parce que là ça roule et tac, on s'arrête. C'est ça, mais ça ne remet rien. Enfin bon, cette histoire de Dieu, Dieu femme, Dieu homme, incarnation de Dieu, tout ça. Les gens pour qui c'est très choquant. Ouais, mais comment faire? On n'a jamais le temps. Mais je crois parce qu'ils n'ont pas confiance en nous, ils n'ont pas confiance dans nos intentions. On leur a dit que les artistes, ils sont là pour détruire le sacré, pour détruire vos églises, vos mosquées, ceci, cela. Je pense qu'il y a quand même quelque part. Et puis quand on entend des fois les ultras, je veux dire les fanatiques aussi de la laïcité, c'est pas de la laïcité, de la posture de la laïcité. Oui, les gens peuvent avoir peur. C'est vrai que l'Église a pris... l'Église, c'est quand même... Il faut croire qu'il y a des gens qui ont une foi. C'est quelque chose qui leur est intime. Et il faut quand même user d'un petit peu de sagesse et de
ouais, voilà, ne pas aller heurter tout le monde. Mais ça ne veut pas dire se censurer lui-même, attention. Parce que, voilà, votre spectacle n'est nullement quelque chose, ne vise pas, en tout cas, ça peut choquer, mais ne vise pas à choquer. Je crois que c'est toujours une question d'intention. C'est l'intention qui fait l'œuvre. Mais l'intention, les gens ne voient pas l'intention, ils voient l'œuvre. Alors peut-être il faudrait quelque part, le dialogue permet de aller... Mais dialoguer quand? Parce qu'il y a aussi ce problème de temps. On n'a jamais le temps. Mais on peut inventer des... Oui, non, mais pour le moment... Il faut inventer des... On n'a pas le temps. Il faut trouver des solutions ingénieuses, justement. Ah ben, ouais. On n'a pas le temps, mais bien sûr. Il faut aller rencontrer ces gens, dire ces gens-là, c'est qui s'oppose? C'est l'église de la... Enfin, je sais pas, enfin, là on commence à être très prosaïque. Enfin, il y a des solutions. Mais c'est bien d'être prosaïque, parce qu'on fait quelque chose de prosaïque. Non, mais je veux dire... Là aussi, on est, je veux dire... Non, mais je veux dire, il y a des solutions, forcément. Quand il y a l'intention, je crois que ce qui manque, c'est des intentions. Quand il y a l'intention, on peut trouver des solutions. Mais est-ce que l'intention est de rassembler les gens et faire que le vivre ensemble, Melchior dit l'être ensemble, soit la règle, ou est-ce que c'est la division pour mieux régner, pour mieux consommer, cloisonnement? Je crois que quelque part, peut-être c'est la question à se poser. Et la démarche artistique, la remettre toujours dans une démarche, justement, pas juste faire un spectacle, c'est pourquoi est-ce qu'on fait un spectacle et à qui on l'adresse et comment est-ce qu'on va vers ces gens-là, et comme un message à transmettre, une transmission, un échange, et pas seulement un moment de gloire ou de plaisir ou d'ego. Qui n'empêche que ce soit jubilatoire, un moment de plaisir. Évidemment. Bien sûr.